Trajectoire, le podcast des territoires en transition. Un programme Carbone Zéro la radio en partenariat avec le Salon des maires et des collectivités locales. Bonjour, bienvenue dans ce podcast, un Trajectoire, le podcast des territoires en transition, un programme Carbone Zéro la radio en perspective du Salon des maires et des collectivités locales qui aura lieu du 21 au 23 novembre prochain. À chaque fois, on décline une thématique. On va s'intéresser à Paris en 2050 avec une perspective de 50 degrés. Donc comment peut-on s'adapter? Pour en parler, ravi d'accueillir Maude Lelièvre. Bonjour. Bonjour. Bonjour Maude, qui a plusieurs casquettes. Vous êtes notamment présidente du comité français de l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, qui d'ailleurs va fêter son anniversaire là en novembre. Mais si je vous reçois, c'est en tant que conseillère de Paris, puisqu'on est en train de parler de ce sujet et de ces enjeux d'adaptation pour une ville en 2050, une perspective de 50 degrés. Ce rapport qui a été publié en mars dernier de la revue médicale The Lancet, qui dit que la capitale française est la ville européenne qui serait la plus mortelle en cas de canicule. Quand on lit ça et qu'on a des responsabilités, ça doit quand même effrayer un peu. Oui, effectivement. Et comme on dit toujours, quand on est élus locaux, il faut penser à anticiper. Effectivement, la question de la canicule, en 2003, il y a 20 ans maintenant, c'était une absence de connaissances aussi, une impréparation liée à une absence de connaissances. Il ne faudrait pas que demain, cette absence de préparation soit liée à un défaut de prise de décision. Et ces décisions doivent être rapides parce que les températures augmentent de façon exponentielle. Et 2050, c'est demain. Alors j'allais dire, il y a peut-être 3 options. C'est cuire, si je puis dire, fuir ou agir. Évidemment, vous avez choisi d'agir. Paris n'est vraiment pas adapté. Par exemple, les immeubles haussmanniens tels qu'on les connaît ne sont pas nécessairement adaptés justement à ces risques de fortes températures et de canicule. Alors Paris a des avantages, son passé, son patrimoine, son histoire, et puis la Seine, mais elle a aussi beaucoup d'inconvénients. D'abord, un certain nombre de rues qui sont des rues assez étroites, forment des rues canyons, qui sont des rues qui sont chaudes, très chaudes pendant les périodes de canicule. On n'a pas une seule type de bâti, mais un certain nombre de bâtis, donc des immeubles plus ou moins bien isolés. Les immeubles haussmanniens ne sont pas les pires. On a des systèmes aussi d'urbanisme qui sont plus adaptés aujourd'hui pour faire face à cette canicule. Et puis surtout, ça manque d'espaces verts. C'est-à-dire que les espaces verts, la végétalisation est aussi ce qui permet de rafraîchir la ville. Et on n'en a vraiment pas assez à Paris aujourd'hui. Exactement. Donc l'un des enjeux, vous en avez commencé à en parler, on va parler un peu des solutions, c'est la végétalisation. Mais voilà, c'est pas l'idée uniquement de mettre quelques plantes, on va dire par-ci, par-là, sur les murs, comme on peut l'envisager. Mais il y a vraiment aussi des enjeux d'avoir toujours plus d'arbres aussi, j'imagine. Ça, c'est un des grands enjeux. Alors, il faut planter suffisamment, il faut planter assez grand. Évidemment, si on a des arbres ou des végétations de trop petite taille, on sait qu'il faudra trop de temps pour qu'elles puissent servir de lieu d'ombrage ou de rafraîchissement. Et puis, il faut aussi analyser ce qu'on a pu planter par le passé, qui ne sont pas forcément l'idéal, notamment les plantations Miyawaki, qui sont des forêts urbaines très denses, qui poussent très vite. On a les mêmes à Berlin et en fait, on s'aperçoit qu'elles ne durent pas. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, 12 ans, elles meurent parce que le stress, la rapidité de croissance, l'absence de développement pour les plantes ne conviennent pas. Donc ce qu'il faut, c'est planter en pleine terre des arbres d'une certaine hauteur et puis végétaliser et vraiment débétonner là où c'est possible et végétaliser là où c'est possible, même ce qui ne se voit pas. Ce n'est pas simplement un lieu de promenade. C'est les arrière-cours des copropriétés, c'est l'ensemble des écoles, c'est les rues. Et puis, c'est faire d'autres aménagements au sol. C'est-à-dire pas forcément avoir des aménagements sombres, mais avoir aussi des pavés filtrants. Enfin, voilà. C'est changer, en fait, la place du végétal dans la ville. C'est pas un lampadaire, c'est pas un banc. Ça a un rôle social, ça a un rôle environnemental. Et puis, il faut lui laisser assez d'espace pour vivre dans la durée. Alors c'est pour ça que parfois, à certains endroits, certains font des remarques en disant pourquoi on enlève des arbres, on les replante. En fait, c'est parce qu'il faut changer ce qu'on faisait précédemment, un petit peu. Il faut en partie changer. Très clairement, on ne va pas laisser les forêts urbaines qu'on a plantées mourir, où on sait que ça ne fonctionne pas. Après, je pense que tous les arbres qu'on peut préserver, il faut les préserver. Et il faut peut-être aussi arrêter de construire. C'est pas forcément unanimement accepté chez les élus, parce que forcément, il y a concurrence sur l'espace, il n'y a pas assez d'espace pour répondre aux besoins sociaux, à la construction du logement social, aux nouveaux modes de transport. Mais il faut se dire que la non-construction, c'est aussi une valeur pour aujourd'hui et pour demain, et que si on peut végétaliser ces espaces, le maximum de ces espaces, alors dans le temps, on permettra à la ville de rester habitable. Parce que l'enjeu est là. L'enjeu n'est pas uniquement de se dire est-ce qu'on a plus de confort. L'enjeu est une question d'habitabilité.
On ne peut pas vivre dans des rues canyonnes, on ne peut pas vivre dans des arrière-cours où il y a des rejets de climatiseurs qui font augmenter la température. On ne peut pas vivre sous des toits non isolés quand il fait 50 degrés. Et c'est pas simplement les nourrissons, les personnes âgées ou les personnes malades. C'est que c'est insupportable pour l'ensemble de la population. Alors en ce moment, il fait un peu plus frais, c'est clair. Donc on oublie très vite, en fait. C'est ça aussi. On oublie très vite la canicule. Et puis on va en reparler l'été prochain, quand forcément il fera trop chaud. Moi, je rajouterais qu'il y a aussi une difficulté de prise en compte et de partage, parce que adapter, ça veut dire aussi faire des efforts collectifs. La difficulté, c'est que quand il y a des canicules, quand il fait très chaud, on a une image un peu bucolique. La chaleur. On a des enfants, il suffit de regarder parfois les reportages à la télévision, on a le marchand de glace qui est content de son chiffre d'affaires, les enfants qui sautent dans les flaques d'eau. Qui fonctionnent dans certains parcs. Si on est en avril et qu'on a un pic de chaleur, on a les gens qui sont contents d'aller se baigner pour la première fois au moment de l'année. C'est vraiment aussi être dans le déni et se dire que la canicule, les pics de chaleur, c'est une surmortalité. Demain, c'est une difficulté à vivre, c'est un ralentissement du travail. Et puis, si on est d'un point de vue économique, ça peut être aussi une perte d'activité, de tourisme, d'économie. Donc, il faut vraiment la prendre au sérieux, comme on a mis du temps, mais on l'a fait en France pour la prise en compte des catastrophes naturelles, des risques d'inondation. On a exproprié des gens à la Faute-sur-Mer parce qu'en fait, on ne voulait pas réavoir un risque et un risque mortel. Donc, il faut se dire que l'augmentation des températures, la conséquence du réchauffement climatique, c'est pas simplement les ouragans, les feux de forêt, les tempêtes, mais c'est aussi la chaleur, et il faut la prendre en compte comme telle. Oui, alors on a ce facteur humain important de protection des populations que vous avez évoqué et dont on parlera. On va dire techniquement, vous avez dit qu'il faut arrêter aussi de construire. Il y a tous les enjeux de rénovation de l'urbanisme dont on parle beaucoup en ce moment aussi avec l'État qui donne un coup de booster à MaPrimeRénov'. Il faut aussi réfléchir justement au confort d'été, parce qu'on a souvent beaucoup isolé par rapport au froid, et c'est pour ça que vous avez aussi lancé un plan grand chaud aussi pour adapter à cette question de confort d'été. L'idée, effectivement, c'est on a pris en compte le froid, les plans grand froid, même d'ailleurs pour l'accompagnement des personnes précaires, les personnes à la rue. On n'a jamais intégré la notion de chaud et de confort d'été. Et nous, quand on a fait l'étude et la mission pour préparer le rapport, on s'est aperçu que même un certain nombre de bâtiments étaient tellement bien isolés qu'ils captaient la chaleur, mais la gardaient, y compris pendant les périodes de canicule. Donc il faisait plus chaud dans les appartements qu'à l'extérieur, et parfois avec des différentiels très importants. Donc il faut vraiment avoir cette notion de confort d'été, qui ne doit pas évidemment passer par la climatisation. L'objectif, c'est pas de climatiser tout Paris. Je pense que c'est ni bien en matière environnementale, ni même en matière sociale, parce qu'on sait que ça coûte cher, que Fraîcheur de Paris ne pourra pas tout couvrir. Et donc, si on ne peut pas tout couvrir, ça veut dire que ce sont les plus pauvres et les plus en difficulté qui ne pourront pas avoir accès à la fraîcheur. Donc, il faut se dire qu'il faut réguler il faut rénover, il faut réguler d'un point de vue thermique avec l'accès aux points d'eau, les ombrages, le changement de couverture, l'interdiction des climatiseurs, même si ça ne fait pas forcément plaisir. Et puis il faut pendant ces plans grand chaud, pas simplement prendre en compte la température, mais aussi faire de l'accompagnement social. C'est extrêmement important parce qu'il faut offrir aux gens des solutions. Quand il fait très chaud, et c'est la préconisation du rapport, il faut qu'on puisse ouvrir les parcs, il faut qu'on puisse avoir une cartographie de la fraîcheur qui soit que les gens puissent savoir qu'ils peuvent aller dans des stations, demain peut-être des stations de métro désaffectées qui vont être réaménagées, qu'on va pouvoir avoir accès gratuitement à des cinémas ou à des lieux qui sont déjà rafraîchis, peut-être certains supermarchés dans lesquels il peut y avoir une installation provisoire pour accueillir les gens. Et puis, évidemment, dans les bâtiments publics. Il faut qu'on ait des bâtiments publics rafraîchis, c'est possible demain avec Fraîcheur de Paris, et qu'on ait des salles qui soient des salles d'accueil, comme des salles de refuge. Vraiment, moi j'aime bien faire la comparaison avec les catastrophes industrielles ou naturelles. C'est quand il y a une catastrophe, les élus locaux mettent en place, ouvrent des gymnases, mettent en place des solutions temporaires. Il faut faire la même chose pour la chaleur. Il ne faut pas laisser les gens seuls face à une difficulté temporaire. Alors vous l'avez évoqué, un mot de Lelièvre quand vous parliez d'un rapport, il y a une mission d'information, de préconisation qui a donné aussi sur 6 mois 85 préconisations, on ne va pas toutes les passer en revue, mais on voit comment vous anticipez et vous préparez aussi ce sujet. Est-ce que ça veut dire aussi à l'horizon 2050, on parlait des protections aussi des habitants, de ceux qui y travaillent, qu'on peut envisager aussi de vivre, on va dire, et de travailler différemment. Par exemple, des gens qui travaillent à l'extérieur, ils ne vont pas être à 14h en plein cagnard, j'allais dire, ça va être compliqué. Donc ça veut dire aussi que les citoyens, les habitants vont devoir peut-être s'habituer à un autre mode de vie. On peut l'envisager ? Pour les gens qui travaillent à l'extérieur, ça faisait partie de nos préconisations. Et pour ceux qui dépendent de la ville et pour les sous-traitants, il faut absolument adapter les conditions de travail, à la fois avec les équipements, mais aussi avec les horaires. Mais on voit bien que sur chaque proposition,
il peut y avoir un certain nombre de réticences. Typiquement, la question des horaires, est-ce qu'on fait passer les camions poubelles à 10h le matin quand il fait très chaud, ou encore pire à midi, ou est-ce qu'on les fait passer à 5h du matin? Et si on les fait passer très tôt pour le confort des travailleurs et même la nécessité de bonne santé au travail, on risque de réveiller les gens. Et sur chaque proposition, en fait, on peut avoir des réticences. Donc, le pari, c'est de se dire que c'est un pari collectif. C'est-à-dire il va falloir s'adapter, il va falloir peut-être chacun renoncer à une petite part de sa liberté individuelle pour qu'on ait un bien-être commun. Et effectivement, il va falloir envisager cette adaptation à la ville chaude. Plus on aura aménagé, plus on aura rénové, moins elle sera chaude. Mais elle sera quand même très chaude. On a 10 degrés d'écart de température entre Paris et la grande banlieue, enfin la banlieue, notamment parce qu'on n'a pas assez d'espace vert, parce qu'on a aussi fermé des corridors d'air. Donc il faut se dire que les choix qu'on fait, même les choix invisibles, et c'est ce sur quoi on insistait dans ce rapport, sont des choix importants. Quand on décide, par exemple, le Japon le fait. Ils ont des immeubles en parfum, des immeubles d'ailleurs de rente, qui marchent très très bien. Ils décident de les abattre parce qu'ils bloquent un corridor d'air, donc ça nuit en fait au bien-être collectif des habitants. Il faut se dire que demain, il faut qu'on envisage de nouvelles solutions d'urbanisme, qu'on accepte de ne pas construire aussi haut. Peut-être qu'on s'interroge, en tout cas clairement, moi je pense qu'on n'a pas forcément besoin des tours qui sont à la fois énergivores et sans même la notion de paysage n'est pas forcément respectueuse de l'environnement. Donc il faut se dire que demain, on va peut-être renoncer à construire parce qu'il faut garder ces corridors d'air. C'est même pas une question de paysage ou d'esthétique. C'est vraiment une question de rafraîchissement parce que les gens qui vivent dans ces rues canyons ou dans on est quand même dans une ville radiateur. Paris est une ville radiateur, c'est-à-dire qu'il capte la chaleur, la réémet, on a des îlots de chaleur urbains un peu partout. Donc il faut vraiment lutter contre ça, à la fois par l'aménagement et à la fois par de l'architecture. Et alors la question qui fâche, c'est la question de l'argent. On finance ça comment? Parce que c'est un sacré enjeu aussi financier. Alors, effectivement, ça coûte très cher. On a fait les évaluations pour rénover 40 000 logements par an ou autre. D'abord, Paris est une ville riche quand même. On a quand même un certain nombre, même si c'est toujours pour toutes les collectivités locales difficiles, on a quand même des avantages à Paris, en région parisienne, qu'on n'a pas forcément ailleurs. Et puis, il faut se dire c'est comme pour la santé, en fait. Si on ne met pas en place de mesures de précaution en matière de santé, les gens malades, ça dépendra du budget de la Sécurité sociale et du ministère de la Santé, mais en fait, on aurait quand même des gens malades. Et donc, ça va nuire collectivement à la société. C'est le coût de l'inaction dont on parle souvent. Donc oui. Donc, en fait, si demain, vous avez un bien immobilier, que votre bien est inlouable l'été, même si vous faites de la location touristique, que vos locataires, vous ne pouvez pas l'utiliser vous-même. Vos locataires, éventuellement, peuvent vous attaquer parce qu'ils vont être en situation comme d'insalubrité, en fait, d'insalubrité de température. Vous allez perdre de la valeur mobilière. Donc, on l'a vu avec le Covid, il faut penser que les atteintes à l'environnement peuvent avoir des conséquences économiques. Si demain, Paris est une ville trop chaude et qu'on n'a plus de touristes du 1er juin au 30 septembre, derrière, ce sont des théâtres, des musées, des restaurants, des hôtels qui ne fonctionneront plus. Donc on ne peut pas l'envisager secteur par secteur, il faut l'envisager d'un point de vue global. Moi, vraiment, je pense que si on ne fait pas quelque chose, on aura une perte de la valeur mobilière. Les gens ne voudront pas vivre dans des villes surchauffées et inhabitables une partie de l'été. Voilà. Donc c'est une vraie révolution aussi dans un modèle. Oui, typiquement, là on a listé, on va dire, quelques solutions techniques, mais il n'y a pas que les solutions techniques, même il y a tout le virage à prendre. C'est bien ça, oui, c'est une version... En fait, il faut faire une transition, c'est le mot-clé aujourd'hui, les territoires en transition. Il faut faire une transition vers plus de sobriété. Vraiment, la solution, et on aurait pu imaginer 50 solutions techniques. Le rapport s'est concentré aussi sur des solutions low cost, des solutions qui peuvent être intégratrices, pas des solutions qui vont durer 3 ans et puis en fait 3 ans après on change. Le modèle, c'est pas de ressembler à Dubaï, c'est pas de climatiser toute la ville et pourquoi pas climatiser les rues extérieures pour aller faire du shopping. C'est vraiment d'avoir une ville adaptée. Et pour ça, il faut investir, il faut accepter de partager les ressources. Clairement, les ressources de fraîcheur de Paris, le rafraîchissement doit être partagé avec les équipements publics, partagé avec les établissements. Ça ne peut pas être réservé à ceux qui ont les moyens de l'acheter. Et puis, il faut vraiment se dire qu'on ne peut pas avoir des comportements individuels qui amplifient le problème. On a ciblé dans le rapport, on a dit interdiction des climatiseurs.
Ça a été un peu pas forcément bien pris. Mais si tout le monde s'équipe d'un climatiseur, on va augmenter, selon l'endroit où on est, déjà la température 1, 2, 3, 4 degrés. Et on va rejeter de la température, l'air chaud à l'extérieur. Donc ça peut pas être une solution au-delà même de la question d'énergie. Donc vivre plus sobrement, faire une transition, accepter peut-être des changements de vie. Mais je pense que c'est vrai pour toutes les transitions dans les territoires. C'est le rôle des élus locaux, c'est d'accompagner ce changement et de faire en sorte que ce qui peuvent être des intérêts individuels se retrouvent en intérêt collectif. Merci beaucoup à vous, Maude Lelièvre, donc conseillère de Paris, pour cet éclairage sur Paris en 2050, des perspectives de température élevée de 50 degrés. On a vu comment on peut s'adapter à travers des solutions, parfois des solutions simples aussi, mais évidemment un changement, on va dire, de modèle et d'état d'esprit. Merci beaucoup. C'était donc Trajectoire, le podcast des territoires en transition. À bientôt sur Carbone Zéro, la radio. Trajectoire, le podcast des territoires en transition. Un programme Carbone Zéro la radio en partenariat avec le Salon des maires et des collectivités locales.